Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons en ce 8e soir de Hanouka pour aborder la page effrayante des attaques terroristes de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher en janvier 2015. Attaques qui ont entraîné et impacté plus de 200 victimes, dont 17 personnes lâchement assassinées, et nous ne les oublierons jamais. Avec les participants à cette table ronde, organisée en partenariat avec le Rassemblement des avocats juifs de France, l'ECUJ souhaite apporter un éclairage particulier sur le caractère historique de ce procès, tant dans sa dimension exceptionnelle, plus de 80 avocats y ont participé, dont une quarantaine ont plaidé, une couverture médiatique rarement aussi large, et je rends hommage à la presse juive et aux radios juives dont nous avons une éminente représentante ce soir, parce qu'ils ont fait un travail formidable de couverture pendant plus de 3 mois. Historique également dans les peines prononcées allant de 4 ans de prison à la perpétuité contre 14 personnes reconnues coupables d'avoir assisté les auteurs des attaques contre Charlie Hebdo et évidemment la policière de Montrouge et les victimes de l'Hypercacher. Mais historique aussi et surtout dans certaines motivations du verdict. On en parlera sûrement ce soir. Je voudrais également signaler que certaines de ces plaidoiries qui ont été prononcées mériteraient d'être dans des livres d'histoire. Ces crimes terroristes ne sont pas, certes pas les premiers, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment pris la mesure de l'assassinat d'enfants juifs en 2012 que d'autres crimes ont ensuite été commis. Notre participation évidemment à ce débat n'est pas un choix, c'est un devoir impérieux, et vous qui êtes avec nous, vous avez la possibilité d'y participer en posant vos questions à nos invités, dont certains sont déjà là et d'autres nous rejoindront dans quelques minutes. Je vais laisser le soin à Virginie Getsch, qui anime ce débat, de les présenter. Bonne soirée à tous. Merci Gad, j'en profite pour te dire que Patrick Lugman attend le lien pour se connecter. Je suis désolée de vous livrer les espèces de coulisses de ce rendez-vous, mais sachez que... Je m'occupe de Patrick Lugman. Voilà, merci de s'occuper de Patrick Lugman qu'on attend avec impatience. Gad, merci d'avoir organisé cet événement. Merci à l'ECUJ d'avoir pensé à organiser cet événement. Et avant de vous présenter celles et ceux qui vont nous accompagner ce soir et qui vont aussi nous rejoindre, puisqu'il y a 2 autres avocats qui vont nous rejoindre, je voulais vous raconter la genèse de cette conférence qu'on a eue, l'idée qu'on a eue avec Gad. C'est qu'en fait, comme beaucoup de gens, il y a quelques jours, j'ai lu les plaidoiries des avocats des parties civiles de ces procès, qu'on appellera un peu vite le procès des attentats de janvier 2015. J'ai lu celle de Richard Malka, publiée dans Le Monde. J'ai lu celle de Patrick Lugman et celle d'Elie Korchia. Elles sont encore en ligne. J'invite d'ailleurs tous ceux qui ne les ont pas encore lues à les lire. Et j'y ai reconnu évidemment des gens que je connais, puisque... Ce sont des amis dans la vie. J'ai reconnu leurs mots, j'ai reconnu la sonorité et je me suis dit vraiment que j'avais beaucoup de chances de les connaître tous les 3. Et puis, je me suis intéressée aux autres avocats parce qu'effectivement, Gad l'a dit, il y avait énormément de parties civiles à ce procès. Et j'ai contacté Jérémy Boulet, le conseil de Valérie Braham, la veuve de Philippe Braham, pour lire sa plaidoirie. Et il me l'a envoyé dans un petit mail avec cette mention « Attention, c'est bourré de coquilles, d'erreurs, d'enchaînements. La version finale manuscrite est blindée d'annotations que tu n'as pas. » Avec un petit smiley. Et j'ai compris en fait en lisant ce mail que finalement je pourrais tout dire sur le sujet de ce procès qui a d'ailleurs été filmé. Et finalement, je ne pourrais jamais vraiment mesurer la tension, l'extrême tension qui régnait dans cette salle d'audience pendant près de 54 jours. Alors, pourquoi organiser cette conférence, vous me direz? Eh bien, justement, pour s'en approcher un peu plus de cette vérité que nous n'avons pas, nous. Dans sa plaidoirie, Jérémy Boulet dit qu'il ne sert à rien de lutter contre l'obscurité, il faut juste allumer une bougie. Et cette conférence, je l'ai imaginée un peu comme ça, en ce dernier jour de Hanouka, une bougie pour faire reculer notre ignorance à tous, la circonscrire, à défaut de l'annuler. Et donc, pour faire reculer l'ignorance, je compte beaucoup sur mes invités de ce soir, ceux qui sont là depuis le début et les retardataires. Maître Patrick Lugman, bonsoir. Vous avez été l'avocat d'une dizaine de parties.
de partie civile au procès, dont le CRIF, l'UEJF, mais aussi des otages de l'hypercacher. Vous avez été notamment l'avocat de partie civile au procès d'Abdelkader Mera, on y reviendra. Merci d'être avec nous ce soir et de me permettre, une fois n'est pas coutume, de passer au vouvoiement en dépit de notre longue, fructueuse amitié. Comme tu voudras. Maître Élie Corchia, bonsoir. Pareil, ça va être dur de vous vouvoyer ce soir. Vous êtes l'avocat de 2 otages de l'hypercacher. Elle travaillait dans le magasin ce sinistre 9 janvier dernier et vous étiez également présent sur les bancs des parties civiles au procès d'Abdelkader Mera. Maître Danazan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez plaidé avec votre consoeur, maître Claire Josserand-Schmitt, pour l'Association française des victimes du terrorisme et on reviendra justement sur ce statut particulier avec vous. On attend un autre avocat, maître Jérémy Boulet. Je le disais en introduction, il défendait Valérie Braham, veuve de Philippe Braham, assassiné à l'hypercacher. Et pour finir, je tiens à accueillir ma consoeur Laurence Goldman qui a couvert pour RCJ ce procès. Laurence, bonsoir. Vous nous avez abreuvé pendant 54 jours de tweets d'une justesse absolue et Dieu sait que c'est un épisode difficile. C'est un exercice, difficile. Patrick, je vais vous donner la parole en premier parce que vous allez devoir nous quitter plus tôt. Non, Virginie, je me suis réorganisé. Ah, c'est formidable. Ça m'a demandé des efforts infinis. Bref. Mais c'est très sympa. Alors, c'est hyper sympa. Le verdict, Gad le disait. Est-ce qu'il faut que j'aille chercher une cravate parce que je vois que mes confrères sont… Non, ça va aller. Ça va aller. Promis, ça va. Je n'ai pas l'habitude de mettre un costume cravate à la maison. D'accord. Alors, on le disait au début de cette émission, le verdict, il condamne toutes les personnes qui étaient dans le box à des peines allant de 4 ans à 30 ans de réclusion. Et je vous écoutais dans les récentes interviews que vous avez faites depuis l'annonce de ce verdict. Finalement, vous le trouvez assez juste. La justice, elle a été rendue. Cette décision, vous la jugez équitable? Je pense que le verdict qui a été rendu hier soir est très intéressant. Et d'ailleurs, je serais heureux d'avoir le commentaire de Danazan qui, lui, plaide pour l'association, une des associations des victimes de terrorisme et qui donc a une expérience que nous n'avons pas forcément sur cette matière-là. Pourquoi? Parce que il y a des peines d'ailleurs qui vont même au-delà, Virginie, de ce que vous avez mentionné, puisqu'il y a ceux qui sont dans le box, il y a ceux qui ne sont pas dans le box, qui ont été retenus dans le cas du défaut criminel, et l'un d'entre eux a pris la peine de perpétuité. Ceux qui sont dans le box, nous avons des peines qui vont de 4 ans de prison jusqu'à, effectivement, 30 ans de réclusion criminelle. Et jamais il n'avait été aussi clairement distinguer les responsabilités pour ceux que j'appelle les auxiliaires du terrorisme. Nous n'avons pas dans le box d'auteurs, de commettants directs, nous avons les auxiliaires. Et les auxiliaires, ils ont été retenus dans les 3 liens de la responsabilité pénale que nous connaissons. Le plus étroit, la complicité, c'est-à-dire Reza Polat, qui était, pour le résumer pour ceux qui nous regardent, le bras armé d'Amédi Koulibaly et une des chevilles articulaire entre les 2 groupes, c'est-à-dire Polat et les frères Kouachi. Ça, c'est le lien le plus étroit, c'est la complicité. Je descends d'un cran. Vous avez l'association de malfaiteurs terroristes, où je n'ai pas besoin d'avoir la connaissance du projet criminel précis, du projet terroriste, pour donner un concours qui est quand même dans l'action terroriste. Et donc, c'est là où vous avez, je crois, 5 accusés qui ont pris les peines, bien entendu, les plus lourdes. Et vous avez le 3e groupe, qui, eux, sont accoquinés au groupe précédent par capillarité de liens de banditisme, de liens de délinquance. Je vais les aider pour de l'argent, mais il n'y a pas nécessairement le salafisme, il n'y a pas l'antisémitisme, il n'y a pas le projet idéologique, il y a juste un lien de délinquance, un profit, une aide. Donc, c'est un lien plus ténu, mais toutes ces 3 catégories sont les auxiliaires du crime. Si je ne les ai pas, le terrorisme ne peut pas opérer, ne peut pas s'armer, ne peut pas se financer, ne peut pas se dissimuler. Donc, le terrorisme, au plan juridique, c'est tout cela. Et pour ça, je pense que le verdict qui distingue les 3 chaînes, les 3 contours de responsabilité avec les peines qui vont bien, fait œuvre de pédagogie, et donc de justesse. Et moi, je suis plutôt satisfait que les réquisitions n'ont pas été suivies parce qu'on comprend mieux ce qu'est le terrorisme, et y compris dans les banlieues, dans les quartiers
quand on aide, mais qu'on ferme un peu les yeux, qu'on ne veut pas vraiment savoir, on sait exactement ce que ça coûte aujourd'hui et ça coûte cher. Sans qu'on amalgame en disant toi, tu es terroriste. Mais moi, je l'ai plaidé, cette phrase. On accuse le bourreau, mais le pire, c'est encore d'être son valet. Voilà un des enseignements de ce procès. Et je trouve que le verdict qui est souvent en dessous des réquisitions, je le trouve assez juste. Et parce qu'il est juste, il est utile et il est puissant. Alors, je vais passer la parole à Élie Korchia, mais juste avant, sur cette proportionnalité des peines d'Annazan, vous êtes d'accord sur le fait qu'effectivement, on a réussi à donner la peine juste en fonction de la motivation terroriste ou non des accusés? Oui, absolument. Je souscris parfaitement à ce que vient de dire Patrick. Le verdict, pour moi, il est assez équilibré, notamment parce qu'il retient 3 catégories d'auteurs, comme les a décrits à l'instant Patrick, et que pour chacune de ces catégories d'auteurs, on a une peine qui va avec, en fonction de l'implication à l'intérieur de chaque catégorie de chacun des accusés. Et la Cour d'assises, je trouve, a effectué un véritable travail à la fois de pédagogie, mais d'enseignement, qui permet de se retourner sur cette page judiciaire en ayant l'impression que le travail a été bien fait, puisqu'on a fait ce qu'on fait le mieux en matière de justice, et notamment dans les cours criminelles telles que la Cour d'assises, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois aux faits qui sont poursuivis, et en même temps, on échappe à un écueil qui peut parfois arriver, à savoir mettre tout le monde dans le même sac, ce qui n'est pas une solution pour rendre une bonne justice, et ni pour qu'on la comprenne et qu'elle soit un enseignement pour ceux qui la regardent. Or, c'est un procès qui est regardé et qui sera longtemps regardé, enseigné, répété, et c'est important qu'on puisse retenir dans les esprits de chacun que selon la participation de l'un ou de l'autre dans le cadre d'une infraction telle que, avec les gradations qu'on vous a indiquées à l'instant, eh bien, il peut y avoir des responsabilités différentes telles qu'on les a indiquées à l'issue de ce verdict. Alors, je vais m'adresser à Élie Korchia. Élie, il faudrait que vous ouvriez votre micro juste en bas à droite. On parlait justement de la proportionnalité des peines. Je le rappelle, vous avez défendu celle qu'on a appelée un peu vite, de façon un peu détestable, les 2 caissières de l'hypercachère. Elles travaillaient à l'hypercachère. Je pense notamment à Zari Siboni et à sa collègue. Est-ce qu'elles ont compris cette proportionnalité des peines et le fait qu'il y ait des peines allant de 4 à 30 ans, voire la réclusion? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Virginie, vous savez, les parties civiles, effectivement, ne sont pas des juristes. Il y a des arguties juridiques qui sont parfois difficiles à comprendre, mais c'est notre devoir, ça fait partie de notre mission de faire preuve de pédagogie à l'égard des parties civiles. C'est très important de leur expliquer effectivement ces 3 catégories de peines, l'association de malfaiteurs, l'association de malfaiteurs terroristes et puis évidemment la complicité. Je pense que les peines ont été parfaitement comprises dès lors qu'on leur explique ce qui en découle. Et si vous permettez, je pense que ce qui était très important aussi pour les parties civiles, en dehors, je vais vous dire la vérité, des peines, des quantums, des uns et des autres, à part peut-être la peine prononcée contre Aliris Apolat, pour complicité, effectivement, à cette peine de 30 ans de réclusion criminelle. C'était surtout la partie de la motivation de l'arrêt de la Cour d'assises qui a rappelé des points essentiels, à savoir le contexte dans lesquels ces attentats ont été commis. Et puis, bien évidemment, on y reviendra, mais la dimension antisémite qui faisait partie, évidemment, on y reviendra de ce verdict. Et je pense que cette partie-là était sans doute aussi, si ce n'est plus importante encore, pour certaines victimes, que les quantums des peines qui étaient finalement fixés pour les uns ou les autres. Alors justement, vous en parliez à l'instant, Patrick, je vais vous demander de faire preuve d'énormément de pédagogie parce que, un peu comme dans Philadelphia, il va falloir que vous nous expliquiez ça comme si on avait 4 ans. Sur le motif aggravant d'antisémitisme, avec des mots très simples, est-ce que vous pouvez nous dire, à partir du moment où vous dites que la requalification vous a été refusée, mais que finalement la décision a suivi votre demande. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Alors, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que l'antisémitisme dans le code pénal. C'est une circonstance aggravante. Ensuite, il faut que je vous parle rapidement d'un principe de notre code pénal. La loi pénale plus sévère, une circonstance aggravante et quelque chose de plus sévère, ne rétroagit jamais. Quand j'ai une loi pénale plus sévère, elle ne peut pas s'appliquer a posteriori à des faits commis antérieurement.
nous nous situons pour notre procès au mois de janvier 2015. Et au mois de janvier 2015, l'aggravation pour antisémitisme obéissait à un catalogue dans le code pénal. Certaines infractions, le législateur avait prévu de les aggraver et d'autres infractions, il n'était pas prévu de le faire. En 2017, cela a changé. Il y a maintenant une circonstance aggravante généralisée. Bien. Mais en 2015, la séquestration ne pouvait pas être aggravée par l'antisémitisme. Or, pour ceux que je représente, ce qui n'est pas le cas des familles des victimes, pour ceux que je représente, les otages survivants, et il y a une toute petite distinction pour une des clientes de Eli Korcia, il y reviendra, je pense, mais pour ceux que je représente, on nous dit ils ont vécu une séquestration. Et pour la raison que je viens d'indiquer, on ne peut pas nous dire en 2020 que c'était une séquestration aggravée par l'antisémitisme, puisqu'à l'époque des faits, la loi ne le permettait pas. Mais ça, à la rigueur, personnellement, je m'en fiche. Et c'est juste que quand je prends l'ordonnance de mise en accusation, l'acte, le papier qui saisit la cour d'appel, la cour d'assises, l'antisémitisme y est mentionné une fois. Quand je prends les réquisitions définitives dans ce dossier, c'est guère mieux. Et on voit, quand on étudie le dossier, que l'antisémitisme est partout. Et je le dis, pas seulement à l'hypercachère. Que les frères Kouachi, quand ils se réfugient chez l'imprimeur Catalano lui demande s'il est juif. Il pose, c'est est-ce que tu es juif? Et Catalano nous dira à la cour d'assises, si j'avais répondu oui, je serais mort. Nous savons, et c'est le point sur lequel on le disait ce matin avec Laurence Goldman, nous avons le plus progressé durant ces 54 journées d'audience. C'est que Montrouge, l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, est un assassinat qu'on dit de substitution et que, je le dis aussi devant Eli Korcia, qui connaît mieux que quiconque la communauté juive de Montrouge et des Hauts-de-Seine plus généralement, en réalité, il est manifeste, il est vraisemblable que Koulibaly, ce jour-là, voulait attaquer le centre communautaire et l'école juive juste derrière en imitant le mode opératoire de Mera. Donc, j'ai de l'antisémitisme par les frères Kouachi qui ont attaqué Charlie Hebdo. Je l'ai à Montrouge et évidemment, je l'ai à l'hypercachère. Sauf que je ne l'ai pas juridiquement et je ne l'ai même pas dans le contexte qui est amené à la cour d'assises. Donc, je disais que là, c'était une situation absolument scandaleuse. Et moi, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de tout faire pour que l'antisémitisme rentre dans la cour d'assises, par toutes les fenêtres possibles. Et alors, j'ai pris un outil juridique qui est assez improbable, qui était de demander la requalification des faits en tentative d'assassinat, parce que la tentative d'assassinat, elle, en 2015, pouvait être aggravée. Ça a été refusé. Et que vous avez peut-être lu, c'est que, moi, je leur dis, vous retiendrez, je sais que c'est ardu de requalifier les faits en tentative d'assassinat, parce qu'on n'est pas dans l'épure de ce qu'est la tentative d'assassinat, notamment au regard de ce qu'on appelle le commencement d'exécution, parce qu'il y avait une difficulté de savoir si c'est le même fait juridique ou pas. Et nous le savions très bien, et beaucoup de mes confrères ne m'ont pas rejoint, non pas par complicité avec l'antisémitisme, mais je dirais par prudence, et que je comprenais juridiquement parfaitement. Mais moi, ce que j'ai dit, si vous ne le requalifiez pas, vous ne pourrez pas non plus laisser ces gens sans dire que ce qu'ils ont vécu était motivé uniquement et principalement pour l'antisémitisme et qu'ils ont effectivement, contrairement à ce que l'infraction retient, risqué leur vie. Et j'ai de toutes mes forces, voilà, je le dis humblement, interpellé la cour d'assises, interpellé le président et à différents moments, avec cette ligne un peu obsessionnelle, cette idée fixe. Vous savez, notre métier, c'est simple, hein. Un marteau, un clou, toujours le même clou, toujours le même marteau. Et j'ai le sentiment, mais ça rejoignait tellement d'autres plaidoiries, tellement d'autres interventions, que dans son verdict, commençant par cela, le président a entendu ce cri qui sortait de cette salle, qui sortait de cette affaire, qui était vraiment le cri de notre solitude, d'avoir été seul pour Mera, d'avoir été seul lorsqu'on a jeté une grenade sur une épicerie cachère à Sarcelles en 2012 et que personne n'a réagi. Et moi, ma théorie, mais ce n'est pas une théorie, c'est notre expérience collective. Chaque silence après une attaque prépare la suivante. Et je le disais, je suis remonté jusqu'à Copernic en 80. Je pense qu'il fallait, avec cette affaire, mettre un terme
à 40 ans de solitude pour les Français juifs. Et c'était ça le sens de cette interpellation. Et je crois que la Cour l'a entendu. Et je le dis d'autant plus de mérite que le parquet ne l'a pas fait. Et je pense que le ministère public dans cette affaire n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, en tout cas sur ce point précis. Je l'ai dit en audience publique, je le répète ici, ce n'est pas un secret. Donc voilà pourquoi j'ai pris un outil juridique pour le faire requalifier, mais c'était un outil de désespoir et qui ne pouvait pas tellement marcher. Mais en tout cas, ça ne servait qu'à une chose, que l'antisémitisme résonne, qu'on comprenne qu'il était partout, sauf là où il devait être. Et finalement, nous le retrouvons dans la feuille de motivation du verdict. Et je pense que c'était, en tout cas pour moi, le plus important, et je pense pour mes clients aussi. Alors, Laurence Goldman, vous avez vous aussi tenté de rompre cette solitude, finalement aussi en racontant ce qui se passait à l'intérieur de cette salle d'audience. 54 jours, on était parti pour beaucoup moins. Comment est-ce qu'on fait pour transcrire alors, au quotidien, oui, je sais, c'est dans des papiers à la radio, mais il y a aussi ces espèces de live tweets, ces messages très courts. On se sent, j'imagine, une responsabilité d'utiliser le bon mot, de reprendre le bon mot de la plaidoirie des avocats qui sont parmi nous et des autres. On se sent une responsabilité particulière? Oui, c'est à la fois une responsabilité et c'est à la fois un engagement que j'ai porté, moi, en tant que journaliste, soutenu par l'équipe de RCJ et du Fonds social juif unifié. Notre présence à moi et à la jeune journaliste qui m'accompagnait, Églantine Delalleux, on a été là tous les jours, mais on était là aussi pour porter cet engagement militant des valeurs que porte RCJ et du Fonds social juif unifié, pour témoigner de notre présence, par notre présence, de l'intérêt que nous portions à ce procès et de l'importance qu'avait pour nous, communauté juive, ce procès, mais au-delà pour la société française dans son entier. Nous étions bien évidemment très préoccupés et très attentives à ce qui se jouait dans cette cour d'assises au niveau, bien sûr, de tout ce que les avocats des parties civiles ont porté pour que l'antisémitisme enfin soit reconnu comme partie intégrante de l'idéologie djihadiste islamiste, et poursuivre depuis plusieurs années maintenant sur RCJ toutes les affaires judiciaires autour de l'antisémitisme. J'ai vraiment le sentiment que grâce aux avocats des parties civiles, Maître Korchia, Maître Klugman notamment et d'autres, enfin l'antisémitisme comme dimension essentielle du djihadisme islamiste qui tue des juifs, qui attaque des juifs, mais qui attaque également des piliers essentiels de la nation, comme des journalistes qui incarnent la liberté d'expression, comme des policiers qui incarnent l'ordre dans un état de droit républicain. Tout ceci est maintenant acté par le jugement de cette cour d'assises. Et je pense, et j'espère, mais je pense sincèrement qu'on est à un tournant aujourd'hui de ce genre d'affaires, et que désormais, je ne sais pas si nous serons plus nombreux lors de manifestations ici ou là, mais en tout cas, je pense que cette parole qui a été portée, elle aura été entendue, d'autant que si vous me permettez de rajouter ça, Richard Malka, qui plaidait au nom de Charlie Hebdo et dont la plaidoirie, vous l'avez rappelé, a été très commentée et très diffusée, il l'a dit dans sa plaidoirie, et c'est très important parce qu'il a inclus la dimension de l'antisémitisme comme partie intégrante du combat pour la liberté d'expression. Et nous en parlions, je me souviens très bien, avec Maître Korchia, je pense qu'il s'en rappelle aussi au début. Est-ce que finalement c'était pertinent de faire 3 procès dans un même procès? Est-ce que nous, je dis nous parce que je suis là depuis le début, et bien évidemment, j'ai accompagné les parties civiles et leurs avocats dans ce combat pour l'hypercachère. Est-ce que finalement l'hypercachère avait sa place aux côtés du procès de Charlie Hebdo et de Montrouge, dont on sait aujourd'hui que c'est un attentat qui se voulait antisémite? Et la réponse, bien évidemment, est oui. Aujourd'hui, et heureusement, et je pense que c'est une bonne chose que ces 3 procès aient été faits ensemble pour que finalement on comprenne que Charlie Hebdo, Montrouge, les policiers
et hypercachère, ça procède de la même intention mortifère, de la même idéologie djihadiste qui veut finalement abattre les fondamentaux de notre République. Voilà, Laurence, et je rappelle que vous et toutes les autres, évidemment, radios juives ont couvert ce procès avec le même souci de justesse. J'ai une question très technique pour vous, messieurs les avocats. Enfin, Danazon, on verra plus tard parce que je le disais, vous représentez une association. Élie, je le disais, vous représentiez 2 parties civiles qui ont eu toutes les 2 des attitudes complètement différentes par rapport à ce procès. Vous en avez une qui est venue d'Israël où elle habite, une qui a décidé de rester, une qui a absolument voulu témoigner. Et après, je poserai évidemment la même question à Patrick qui a défendu une dizaine de parties civiles otages de hypercachère, avec des réactions très différentes chacun. Comment on fait en tant qu'avocat pour parler au nom de plusieurs personnes qui n'ont finalement pas la même attitude face au procès qui se joue? Élie d'abord. Effectivement, vous avez raison de le dire, Zari et Andrea, je l'ai expliqué d'ailleurs dans ma plaidoirie, vous avez bien fait de dire tout à l'heure que c'est important de lire certaines plaidoiries qui ont été diffusées. Je voulais dire, j'étais très fier d'avoir porté ce combat avec mes confrères, dont certains sont ici, et notamment avec Patrick, si je peux me permettre, parce que j'ai démarré les plaidoiries de l'hypercachère avec ma plaidoirie pour Zari et Andrea. Patrick a conclu les plaidoiries de l'hypercachère, et nous qui nous connaissions bien et qui connaissions parfaitement ce dossier, évidemment, je trouve que les plaidoiries étaient complémentaires sur le terrain de l'antisémitisme parce que nous avons dit un certain nombre de choses et celles et ceux qui voudront les lire sur le site du CRIF notamment, qui a beaucoup diffusé disponibles sur le site nos du plaidoiries, CRIF, eh bien, je pense qu'ils découvriront certaines choses un peu plus dans le détail sur ce combat que nous avons mené. Alors, pour répondre à votre question, Zari était celle qui s'était fait un serment, le serment de venir depuis Israël, et ça a été exceptionnel qu'elle ait réussi à le faire en pleine pandémie, avec toute la difficulté que cela comportait. Elle s'était fait un serment de venir témoigner, à la fois pour elle, mais aussi pour Andrea. Elle représente une exception. 2 otages qui se connaissaient, 2 otages très jeunes, les plus jeunes, évidemment, à part les 2 enfants qui étaient dans le magasin, mais les 2 otages les plus jeunes, 20 ans et 22 ans, 2 sœurs finalement de combat qui ont vécu cette scène de guerre de la première à la dernière minute, pendant 4 heures et 4 minutes d'enfer dans ce magasin, et 2 jeunes femmes qui sont parties en Israël ensuite, parce que c'était trop compliqué pour elles de rester vivre en France. J'ai commencé ma plaidoirie en rappelant une phrase que Koulibaly avait lancée à Zari, quand il lui lance « Vous êtes les 2 choses que je déteste le plus, vous êtes juif et français ». Et je crois que quand Zari est venu témoigner, on a compris dans l'heure de sa déposition, qui a duré 1 heure, qui a été un moment fondamental de ce procès au moment de l'audition des parties civiles, on a compris que c'était bien la France, mais aussi évidemment les juifs qui étaient visés dans cet attentat de l'hypercachère, et l'antisémitisme transpirait, j'allais dire, de chacun des mots qu'elle a prononcés. Et puis, pour finir sur Zari, une fois qu'elle a eu livré son témoignage et qu'ensuite elle est repartie en Israël, elle m'a dit « j'ai accompli ma mission ». Elle avait une mission, c'était de venir témoigner, de venir dire toute l'horreur parfois de ces scènes. Elle n'a rien caché de la vérité de ces moments terribles dans l'hypercachère. Et puis ensuite, elle est repartie en Israël. Et puis, la fin de ma plaidoirie, c'était effectivement de dire que ces 2 jeunes femmes, françaises et juives, avaient finalement vécu une scène de guerre dans un pays en paix et vivent aujourd'hui en paix dans un pays qui est pourtant en guerre. C'est ça l'histoire de Zari et Andrea, celle qui n'arrive pas à parler, Andrea, pour qui c'est très difficile encore de verbaliser les choses, et Zari, qui a vécu l'horreur de ce 9 janvier et qui a verbalisé les choses, qui a témoigné et qui a cette mission en elle. Avec Patrick, nous étions dans le procès des attentats de Toulouse et Montauban, et on se rappelle tous les 2 de Samuel et Myriam Sandler, ce couple qui a perdu son fils, leur fils et leurs petits-enfants. Myriam, qu'on n'a pas vu, pour qui c'était très difficile évidemment d'être là à l'audience et encore plus de verbaliser quoi que ce soit. Et Samuel, qui s'était fait une mission de venir, et jusqu'à aujourd'hui, qui porte la mémoire de son fils Jonathan et de ses petits-enfants Harry et Gabriel. Si vous me permettez un petit peu, le parallèle, c'est effectivement un petit peu ce qu'on a avec Zari et Andrea, celles qui ne parlent pas, mais qui comptent aussi sur Zari pour venir parler en leur nom à toutes les 2. Alors, Patrick, rapidement, même problématique des parties civiles qui, vous le disiez ce matin sur France Inter, certains ne répondent même plus aux mails de leur avocat. Comment est-ce qu'on fait pour défendre, pour représenter une multitude de voix comme ça différentes?
eh bien, on se débrouille avec ce qu'on nous donne et on le rapporte parce que, pardonnez-moi la formulation, une absence, ça parle. Quelqu'un qui ne peut pas venir, il faut le dire, il faut que ça existe. Et moi, j'avais des clients qui ont fait leur alia, qui sont partis aux États-Unis, qui sont partis à l'étranger, qui n'ont pas voulu venir. Il y en a qui étaient en France, qui ne voulaient pas venir. Il y en a qui voulaient absolument venir. Il y en a qui voulaient venir sans parler. Il y en a qui voulaient absolument parler, évidemment. On a même eu, mes confrères savent que ce n'est jamais un exercice facile. Moi, j'avais un client qui avait une vision un peu personnelle de cette scène et qui était un peu délirant. Et donc, qui a raconté ce que lui se souvenait. Il est tout à fait certain qu'il était dans l'hypercachère, mais il a raconté des choses qui, objectivement, étaient démenties, non seulement par les autres témoins survivants, mais surtout par les éléments du dossier. Et il faut aussi respecter cela. C'est-à-dire que cette personne qui avait l'air la plus joyeuse parmi les otages survivants, celle qui allait le mieux, parce qu'il se donnait un espèce de rôle de héros, de sauveteur, c'est sa manière à lui de survivre. Et je pense que ça aussi, ça se dit. Je crois que c'est très important quand on est avocat de partie civile de les prendre comme ils sont, de les respecter comme ils sont, avec leurs failles, leurs absences, leur présence, leur voix, leur silence. Et c'est ça, je crois, notre premier devoir. C'est jamais simple, mais il faut être fidèle à cela. Merci Patrick. On accueille Jérémy Boulet à qui je vais demander de mettre son téléphone à l'horizontale, donc en paysage, et d'ouvrir sa caméra. Juste avant de lui donner la parole, je voulais savoir, Dan, comment est-ce qu'on fait quand on représente l'association des victimes françaises de terrorisme, donc personne finalement en particulier et tout le monde. Est-ce que ça donne une dimension? Je sais que vous avez participé à des procès où Carlos était dans le box des accusés. Est-ce que finalement on a une vision globale et on trouve un fil conducteur à tous ces procès de terrorisme? Oui, parce que c'est une mission qui n'est pas toujours aisée parce que il y a une personne qui est désignée pour ça, qui est l'avocat général, qui représente l'intérêt de la société. C'est celui qui accuse, c'est celui qui vient représenter l'intérêt général. Lorsqu'on est le conseil d'une association de victimes de terrorisme, on a un petit peu ce rôle-là dans le sens où on est là pour représenter non pas l'intérêt général, mais l'intérêt des victimes en général. Pourquoi? Parce que ces associations-là, elles ont comme mission dans leur travail quotidien de venir en aide à l'entièreté de ces victimes, à la fois en leur proposant des aides juridiques, à la fois en les assistant psychologiquement, en leur fournissant des aides psychologiques, en amont, en allant par exemple lutter contre la radicalisation. Elles ont un tas de missions diverses et variées qui font qu'elles sont là pour assister les victimes dans tous les aspects des souffrances qu'on peut avoir dans le cadre d'attentats terroristes, mais en même temps, en tant que personne qui se présente à cette audience en tant que qualité de partie civile, une association, ça ne souffre pas dans sa chair. Donc, elles viennent là pour porter un message et revendiquer pour l'ensemble des personnes qui ne sont pas là et qui parfois, d'ailleurs, n'ont même pas pris d'avocat, ça arrive, un mot pour l'intérêt général de ces victimes-là, mais qui reste théorique. Dan, merci. Jérémy, je vais vous demander d'ouvrir le micro maintenant que vous avez à peu près géré le cadre, j'ai envie de dire. En bas à droite. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Virginie. Bonsoir tout le monde. Jérémy, on s'est un petit peu parlé avant. Je rappelle que vous avez défendu Valérie Braham, la veuve de Philippe Braham. J'imagine évidemment que le verdict n'apporte pas la consolation à elle et ses enfants, parce que finalement, pourquoi ça n'apporte pas la consolation? Parce qu'aucun verdict ne peut apporter une consolation, ou parce que les principaux responsables de l'attentat n'étaient pas dans le box? Écoutez, je pense que vous avez parfaitement résumé l'alternative qui malheureusement est complètement caractérisée dans la situation de Valérie. C'est qu'à la fois l'homme qui a assassiné son mari est mort sous les balles des forces d'intervention. Et de surcroît, je pense que rien ne ramènera son mari et rien n'apaisera sa peine. Comme je l'ai dit dans ma plaidoirie, mais également lorsqu'elle a déposé à la barre, Valérie est venue déposer devant la cour d'assises et c'est la seule chose que personnellement j'attendais.
C'est-à-dire que je craignais jusqu'au dernier moment qu'elle ne vienne pas. Donc le fait qu'elle soit venue, c'est pour moi le plus important. Et j'ai même, alors, contrairement à mes confrères Elie Korchia, Dan Hazan, Patrick Lugman, qui étaient là très très souvent aux audiences, moi, vraiment, quand elle est sortie de sa déposition, ce n'est pas que je ne voyais plus l'intérêt d'assister parce que mon cabinet était toujours présent, mais pour moi, l'essentiel était fait. C'est-à-dire qu'elle vienne à la barre comme une femme qui reste debout face aux accusés, face aux personnes dans le box. Mais malheureusement, j'aurais peut-être été le seul à plaider en disant que ce procès ne sert à rien pour Valérie Braham. Patrick Lugman, avant que vous arriviez, nous expliquait qu'il s'était donné une mission et que finalement être avocat, c'est avoir un clou, un marteau et taper sur le même point. C'était de faire re-rentrer l'antisémitisme dans la salle d'audience. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que votre mission à vous, c'était de la faire témoigner, qu'elle vienne à la barre pour parler. Alors, effectivement, Patrick Lugman a eu un grand travail de réinsertion d'une dynamique essentielle qui a été l'antisémitisme, qu'il a obtenu et qu'il a réussi à faire au cours des débats. Ce n'était pas ni chose facile ni acquise. Moi, en filigrane, l'antisémitisme, à l'encontre de Madame Braham, s'est prononcé lorsque j'ai rappelé et fait rappeler via le commissaire qui a enquêté sur le dossier que Philippe Braham est mort parce qu'il a décliné son patronyme, qu'il a décliné son identité. Je le dis dans ma plaidoirie, un nom, une balle, un mort. C'est-à-dire que s'il s'appelait Alain-Émile Dupont, il ne serait pas mort. C'est terrible, hein, c'est terrible de le dire. Donc, si vous voulez, quand j'ai eu cette certitude rappelée par le commissaire et quand j'ai eu la possibilité de faire amener Valérie pour rappeler à la face du monde, parce que c'est un procès c'est un procès historique, donc c'est un procès qui ne concerne surtout pas que les Juifs, mais qui concerne tout le monde, et qui concerne tout le monde parce qu'il a concerné les Juifs. Lorsque j'ai réussi à faire amener Valérie Braham, à la barre, rappeler que son mari était un homme extraordinaire et qu'il est mort parce que juif, ma mission était terminée. Ma mission était terminée. Une demi-heure avant sa déposition, et je le dis parce que c'est fondamental pour comprendre ce que c'est que la douleur, une demi-heure avant, j'étais rue du Bastion, en bas du palais de justice, en bas du tribunal judiciaire, et elle n'avait pas la force de venir. C'est pas qu'elle ne voulait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas. Et elle a réussi à se hisser jusqu'à la salle d'audience. Mais moi, mon combat, c'était de montrer aux accusés, à tous ceux qui propagent cette idéologie de mort, de terreur et de haine, que la vie est devant et que la vie est encore là. Et que la vie gagne. La vie gagne toujours à la fin. Vous voyez, on a souvent l'habitude de dire avec le temps va, ou tout passe avec le temps. Moi, je pense que tout marche et tout survit avec la vie. Et c'était le symbole, la pierre angulaire de cet axiome, c'est Valérie Braham. Et Virginie, je me permets de préciser, je représentais les intérêts de Valérie Braham et de ses 3 enfants. Et de ces 3 enfants que vous avez cités 2 fois dans votre plaidoirie, qui est un petit peu à l'origine de cette soirée. Je l'ai dit au début, malheureusement, vous réécouterez si vous avez le temps. Pardon, c'est le grand drame de la vie des papas célibataires. C'est que c'est toute une organisation. Mais vous êtes là, c'est le principal. Laurence, un mot sur les parties civiles, sur les veuves, sur les pères, sur les mères, sur tous ces gens qui parfois ont du mal à parler aux journalistes. Comment est-ce qu'on porte cette parole? J'imagine que c'est aussi beaucoup dans le regard. Vous les avez très longtemps regardées, ces parties civiles. Je les ai beaucoup, en effet, regardées. Je les ai beaucoup écoutées. Je les ai observées. Je ne les ai pas approchées. Pour certains, Valérie Braham, j'ai écouté avec beaucoup d'émotion son témoignage qui était absolument bouleversant en tant que maman. Je ne l'ai pas approchée parce que j'ai respecté la manière dont elle est venue témoigner et puis elle voulait ensuite se recueillir. Et ce que je voulais raconter, c'est que j'ai essayé par mon travail de raconter la manière dont on vivait les choses de l'intérieur, ce qui était ma place, au plus près des parties civiles et de leurs avocats. Et j'ai beaucoup regardé Valérie Braham. Je sais qu'elle n'est pas venue tout de suite, elle a eu besoin de se ressaisir avant de témoigner, mais ensuite, lorsque les parties civiles de l'Hypercacher ont témoigné, je l'ai vue en bas. Là, je peux le raconter, Maître Boulet, vous ne m'en voudrez pas parce que c'était dans le hall, hein, tout le monde a pu les voir. Elle était assise sur un banc avec Jarry Sibony,
et elles ont beaucoup échangé toutes les deux. C'était un moment bouleversant. Je ne l'ai pas raconté dans mes chroniques parce que c'était un moment privilégié, un moment privé qu'elles ont partagé toutes les deux. Elles étaient assises ensemble, elles se tenaient les mains et elles vivaient quelque chose que personne ici d'entre nous, même vous les avocats au plus près de vos clients, ne partageront jamais avec elles. Ces 4 heures qu'elles ont vécues, l'une à l'intérieur de l'hypercachère et l'autre chez elles, comme elle l'a raconté à la barre. Et ça a été un moment intense, peut-être une petite étincelle qui m'a permis de comprendre ce qui s'était passé pendant cette prise d'otage terrible de l'hypercachère. Et puis, bien sûr, il y a eu toutes les autres victimes, survivants, familles de victimes de l'hypercachère qui ont témoigné à la barre. Il y a eu aussi, bien sûr, les survivants, les familles des victimes de Charlie Hebdo. Mais j'en ai parlé, bien sûr, sur RCJ parce que c'est fondamental, de même que la famille de Clarissa Jean-Philippe et du policier Mohamed Merabé, qui était absolument bouleversant, poignant, qui ont dit des choses très justes et fondamentales pour ce procès. Mais bien sûr, moi, j'ai essayé de mettre en lumière les témoignages des victimes et de leurs familles de l'hypercachère, puisque c'est peut-être, à part Zari Siboni, qui a accepté d'en parler sur les médias français, je sais ce que ça lui a coûté, mais elle savait l'importance de son témoignage, puisqu'elle avait le courage, elle, et la force vraiment de le faire. Pour les autres, c'était plus difficile. Il y en a quelques-unes, peu, qui ont assisté aux audiences du premier jour au dernier jour. Je pense en particulier au papa de Yohan Cohen, ce jeune homme de 20 ans, la première victime de Koulibaly, et qui a agonisé pendant plus d'1h30 sous les yeux impuissants des autres victimes, dont des clients de Patrick Klugman. Et ce monsieur Cohen, il est venu du premier jour au dernier jour, et avec un courage, une force, une dignité, et en même temps, parfois, je le regardais, un profond désarroi, une profonde tristesse, mais en même temps, il était là, il s'était dit qu'il viendrait là au nom de son fils, et il a tenu jusqu'au bout. Alors justement, vous parliez de ce papa, j'aimerais m'adresser aux avocats. Ce matin, j'écoutais l'émission spéciale sur RCJ qui revenait sur ce verdict, et il y avait ce papa qui parlait de son fils. Est-ce que vous avez la sensation, parfois, messieurs, que les parties civiles viennent chercher quelque chose dans une salle d'audience qu'ils ne trouveront pas finalement? Virginie, je vais vous donner un petit exemple. Et je crois que c'est une anecdote très révélatrice, tellement elle est symbolique et tellement elle est touchante. Et je rebondis vraiment là-dessus, sur ce que vient de nous dire Laurence Goldman. Quelques minutes avant le témoignage de Zari, qui savait que ce qu'elle allait dire allait être dur à écouter, notamment pour les parties civiles, les membres des familles qui étaient là, puisqu'elle venait pour tout dire. Il y avait le témoignage, la déposition à la barre de M. Cohen, du papa de Yohan Cohen, qui est venu témoigner. Et Zari était dans la salle à ce moment-là, et le papa de Yohan Cohen est venu nous dire qu'il avait caché certaines choses à sa femme, à son époux. On ne vous entend plus, Elie. Excusez-moi. Bon. Allez-y, c'est bon. Il nous disait qu'il avait caché certaines choses à sa femme, à son épouse, pendant 6 ans quasiment, parce que c'était trop dur de dire, notamment l'agonie qu'avait connue Yohan, qui lui, malheureusement, j'allais dire, n'est pas mort sur le coup et effectivement a agonisé dans le magasin. Et Zari était complètement bloquée parce qu'elle était quasiment en larmes. Et puis on est sorti de la salle et on a fait une suspension d'audience. Et Zari pleurait à chaudes larmes, elle qui était tellement déterminée, et elle me disait, je ne peux plus, Maître Korchia, comment voulez-vous que je dise tout ce qui s'est passé et que je raconte, notamment, parce que ça en disait beaucoup, de la cruauté, de la perversité du terroriste, le fait qu'il ait laissé agoniser un otage et qu'il se soit tourné à un moment donné vers cet otage en disant, vous voulez pas que je l'achève, ça fait trop de bruit. C'est ça aussi l'horreur d'un acte terroriste. Et Zari me dit, je ne peux plus le dire, parce que M. Cohen nous a dit la souffrance que ça peut causer d'entendre des choses pareilles. Et je lui ai dit, Zari,
vous vous êtes fait ce serment de tout dire. Un procès, ça doit être une vérité judiciaire. Et donc, il faut dire les choses. Et tout le monde le comprendra. Et je savais qu'elle allait le dire avec cette dignité qui est la sienne. Elle est re-rentrée dans la salle. Elle a séché ses larmes. Et pendant 1 heure, sans pleurer à un moment, elle a livré ce témoignage bouleversant et elle a dit l'horreur, la perversité, la cruauté dont je parlais à l'instant et le calvaire, notamment, qu'avait connu son ami Johan. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'à la fin de sa déposition, tout le monde était bouleversé dans la salle, évidemment. Elle est sortie avec moi de la salle d'audience. Et il y avait le papa de Johan. Et le papa de Johan lui est tombé dans les bras. Il n'y avait plus de Covid, il n'y avait plus de pandémie. On avait les masques, mais je peux vous dire qu'il n'y avait plus rien. Il y avait juste un papa de victime qui tombait dans les bras de celle qui était avec lui, qui était à ses côtés pendant que son fils agonisait avant qu'il meure. Et le papa de Johan a serré, Andrea et il a serré Zari. Et je peux vous dire que pour moi, et je pense pour les journalistes d'ailleurs qui étaient présents et certains qui ont photographié cette scène, je pense que c'est une des images les plus bouleversantes pour moi de ce procès. Et ça montre l'unité qu'il y avait aussi dans les victimes de l'hypercachère, cette unité, cette force entre elles et ces victimes. Je crois qu'elles n'oublieront pas ce qu'elles ont vécu aussi ensemble dans ce procès. Patrick, un mot peut-être sur les motivations de certains rescapés, comment vous leur avez expliqué les peines qui sont tombées et justement la différence qu'il peut y avoir parfois entre la vérité judiciaire et ce que vient chercher une victime. Déjà, il faut dire que nos clients, ils sont allés pour la plupart à reculons à cette audience. Ils n'en attendaient rien. Et on a eu un mal fou à les remobiliser sur l'enjeu de ce procès. Ils avaient été meurtris pour la plupart d'entre eux par ce qu'on appelle le GIVAT, qui est une institution, qui est le Fonds de garantie, pardon, qui est une institution qui a été créée pour indemniser les victimes du terrorisme, mais qui, comme beaucoup d'administrations, les place dans une situation à devoir se justifier de leur état de victime, de leur préjudice. Et ça a été pour eux un calvaire. Donc, ils sont arrivés dans le sentiment d'avoir été oubliés comme des victimes du terrorisme, d'abord. Alors justement, pardon Patrick, ce matin vous disiez sur France Inter que ce procès a été l'occasion de rappeler que les procès de janvier 2015 n'étaient pas uniquement les procès de Charlie Hebdo. Vous avez la sensation, vraiment, c'est pas mon sentiment, c'est pour ça que je me permets très humblement de vous demander que Charlie Hebdo, les attentats de Charlie Hebdo ont un peu occulté ce qui s'est passé le 8 et le 9 janvier. Moi, je crois, on en parlait avec Laurence aussi Goldman ce matin, mais je crois que c'était le procès des 3 journées, des 7, 8 et 9 janvier. Je crois que de cette salle d'audience, pourtant si animée sur le rang des parties civiles, il y avait un immense sentiment d'unité et de fraternité qui est inexplicable. Parce que sociologiquement, professionnellement, enfin, rien ne rassemblait ces êtres, si ce n'est d'avoir été visés dans des journées consécutives. Et pourtant, quelle unité, quelle fraternité. Et moi, il y a une chose que je retiendrai de cette audience qui est tout à fait étonnante. À un moment, on a suivi la rédaction de Charlie Hebdo. Celle d'alors, notamment dans la plaidoirie de Richard, celle d'aujourd'hui, bunkérisée, dans un lieu caché. On a vu comment ils travaillent. Et nous, eh ben, tous, Jérémy, Élie, Laurent Seichmann, moi-même, on a aussi rappelé ce que c'était que des Juifs, ce que c'était que des Juifs qui font des courses, ce que c'est que faire les courses de Shabbat, ce que c'est qu'un soir de Shabbat, ce que c'est que si je peux le dire, la Kabbalah de Shabbat. Mais c'est fou de devoir dire ça devant une cour d'assises. Et pourtant, ça devait rentrer. Parce que nous, le rôle de l'avocat, le mandataire, le porte-voix, eh bien, on devait expliquer qu'est-ce qu'on a atteint ce jour-là. Donc, bêtement, vous disiez parler comme un enfant, mais bêtement, pourquoi ces gens étaient dans l'hypercachère à ce moment-là? Pourquoi c'est une heure d'affluence? Pourquoi on est toujours pressé le vendredi? Eh bien, tous, on a fait référence à un moment ou à un autre, et on ne pouvait pas faire autrement, à cet élément sociologique, liturgique, ce que c'est pour nous que cette journée du vendredi qui n'est jamais particulière. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement puissant et intéressant. C'était, je crois, enfin, je ne sais pas ce que Laurence ou Dan en ont pensé, mais je crois que c'était important de voir, de sentir
l'élément sensoriel de à quoi on a porté atteinte. Voilà. Et moi, j'ai vraiment voulu, moi qui ne suis pas un juif de la Torah, hein, j'ai vraiment voulu plaider ce que c'est qu'un repas de Shabbat. Merci Patrick. Je vais vous interroger effectivement sur des procès qui ont déjà eu lieu. Je pense au procès de Toulouse et de Montauban. Mais juste avant, je voulais quand même vous poser une question très conjoncturelle. Hier soir, au journal de 20h, premier titre, le Covid. Je me dis que le Covid a énormément bouleversé le déroulement de ce procès. Dan, j'imagine que c'est assez inédit de voir un procès qui prend autant de retard, des suspensions de séance, des accusés qui sont atteints, qui doivent rester en quarantaine, des avocats qui sont masqués. Comment est-ce qu'on vit ça ? On est bien obligé de s'adapter. C'est vrai que c'est assez singulier. Est-ce que ça permet de rendre la justice sereinement ou pas ? Écoutez, je trouve que ça n'a pas empêché à la justice d'être rendue sereinement, ce qui n'empêche pas par ailleurs qu'on puisse, pendant le cours des débats, être inquiet qu'elle ne le soit pas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, une audience devant une cour d'assises, elle est caractérisée par le caractère oral des débats et par la continuité de ceux-ci. Et nécessairement, que ce soit pour ceux qui y assistent comme ça ou pour les magistrats qui vont rendre la justice, eh bien, la fluidité de ces débats, la façon de les suivre et la concentration qu'on y met, sachant que ce sont des audiences ardues et qu'il s'y dit plein de choses et que rien d'autre n'est consigné ailleurs que dans la cour d'assises et dans les mots qui fusent de part et d'autre, c'est important que tout cela soit réuni. Alors, c'est vrai que se dire qu'on va interrompre 2 jours, puis 2 semaines, puis peut-être 1 mois des débats parce que les uns et les autres sont malades, ce qu'on peut tout à fait comprendre, hein, évidemment, ça peut nous faire croire que ça va poser un problème. J'ai trouvé que finalement, on s'y remettait assez facilement et que la concentration revenait plutôt très bien et que ça n'a pas porté préjudice à la compréhension des uns et des autres. Jérémy, un mot sur ce contexte particulier et aussi sur le fait que les débats étaient filmés. J'imagine que ça ne vous arrive pas tous les jours. Et ça donne une dimension particulière à ce qu'on dit. On ne vous entend pas. Non. Je vais enlever l'oreillette. Est-ce que vous m'entendez là? Là, c'est bon. On vous entend. Génial, super. Non, je disais que déjà, par nature, un procès devant la cour d'assises, c'est quelque chose qui est très, très particulier. Il y a une solennité du moment, il y a une espèce vraiment de tension criminelle qui est par nature extrêmement perceptible par tout le monde, du premier magistrat jusqu'à la personne qui assiste dans le public. Donc, c'est vrai que là, on est dans une atmosphère d'autant plus particulière que c'est un procès qui a été filmé, qui était retransmis. Il y a toute une configuration qui était assez exceptionnelle. Il y avait quand même 3 salles d'audience qui retransmettaient les débats. La salle principale, mais également les autres salles, parce qu'il y avait énormément de parties civiles, d'avocats, et puis tout en bas dans l'auditorium, le public. Donc c'est vrai qu'il y a une organisation autour de ce procès, ne serait-ce que la sécurité, avant d'accéder à la salle d'audience, c'était un vrai parcours du combattant. Et heureusement, parce qu'on a vu, et je crois que c'est Patrick qui l'avait rappelé, on a vu que pendant le déroulement du procès, des attentats se déroulaient, c'est-à-dire que le procès des attentats n'empêchait pas les attentats de se multiplier. Donc heureusement qu'on avait une organisation sécuritaire qui était extrême, mais parce que la situation est extrême. Mais est-ce que tout ça n'empêche pas de rendre la justice sereinement? Alors, attendez, je ne vous ai pas bien entendu, excusez-moi, je n'avais pas mis le volume. Je vous demandais si tout ça n'empêchait pas de rendre la justice sereinement. Alors, on pouvait avoir cette crainte et le risque, Virginie, que vous évoquez, il est parfaitement plausible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on s'est tous dit. Quand on est une centaine d'auxiliaires de justice, avocats, partie civile, défense, toutes parties confondues, on se rend compte en entrant dans la salle d'audience qu'on est tellement nombreux, qu'il y a tellement de tensions, qu'il y a tellement d'attentes, qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de vous qu'on peut craindre que la tension ne soit pas à son maximal. Et on peut craindre également qu'il y ait une telle tension de la part des accusés, mais également tension de la part de la douleur des victimes qui est venue pour s'exprimer, qui doit bien s'exprimer. On peut craindre que, pour résumer un petit peu simplement, que les choses se passent mal. Et en réalité, je pense que tout s'est bien passé, à mon sens, parce que chacun savait le rôle qu'il avait.
Et ça, c'est extrêmement important. On a rappelé qu'il y avait effectivement une certaine union, une certaine unicité des avocats des parties civiles, des avocats des victimes, qui était assez claire et assez établie. Et pourtant, je vous assure qu'on avait tous des rôles souvent extrêmement différents parce qu'on portait des histoires très différentes. C'est-à-dire qu'une association qui doit éminemment porter la voix de son objet, de sa raison d'être, a une histoire qui est différente de celle qui a perdu quelqu'un, qui est encore différente de celui qui aurait pu mourir, qui est encore différente de celui qui a vu tout le spectacle dramatique de l'horreur se dérouler devant lui. Et pourtant, comme deux droits parallèles, eh bien, tout cela se rejoint à un moment donné. Et pour cela, le procès s'est bien tenu. C'est vrai qu'on a pu craindre, avec des ellipses, avec des moments de suspension un peu sporadiques, égard au Covid, qu'on allait avoir du mal à reprendre, que reprendre un procès, c'est comme reprendre le cours d'une conversation. On a toujours peur d'avoir oublié le mot précédent, le moment où ça s'est arrêté, mais comme une conversation fondamentale, chacun a su reprendre là où il fallait. Patrick, Elie, je le disais en introduction, vous avez représenté les parties civiles au procès des attentats de Toulouse et Montauban. Je pense évidemment au procès contre Abdelkader Mera. Et je vous entendais, Patrick, ce matin, notamment avoir des paroles assez confraternelles envers des avocats de la défense. Je n'ai pas senti autant de confraternité lors du procès des attentats de Toulouse. Alors évidemment, l'avocat est aujourd'hui garde des Sceaux, donc ça va être compliqué. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui vos sentiments confraternels par rapport aux avocats de la défense et du fait que finalement tout le monde s'est un peu mieux tenu? Patrick, peut-être pour commencer. Écoutez, déjà, nous sommes tous, avant d'être des avocats de la défense ou de la partie civile, nous sommes avocats. Et la plupart d'entre nous plaidons quand même, la plupart du temps, pour des personnes qui sont des prévenus ou des accusés. Et donc, la différence qui nous sépare dans une salle d'audience est évidemment très éphémère, puisque selon les affaires, nous n'aurons pas les mêmes rôles. Et dans cette affaire particulièrement, lorsque l'ancien avocat d'Abdelkader Mera, par un procédé un peu curieux, en plein procès, présentait un procédé pour permettre à l'audience criminelle de se poursuivre avec un accusé malade qui ne pouvait plus assister à son propre procès, là, vous avez vu que des avocats inquiets de la dénaturation du procès criminel, où la comparution de l'accusé est à la fois un droit et un devoir. Et donc, d'une manière tout à fait unanime, mais avec notre propre voix d'avocat de la partie civile, nous avons dénoncé cela. Nous avons refusé. C'était une situation affreuse. C'était un dilemme vraiment très compliqué et surtout à expliquer aux clients. Mais encore une fois, nous avons été parfaitement unis et nous avons réussi à expliquer que nous ne souhaitions pas plaider avec ce dispositif qui a ensuite, quelques jours après, a été annulé par le Conseil d'État. Mais je vais vous dire, les avocats dans ce procès, les avocats de la défense, à part peut-être l'avocat d'Ali Reza Polat, qui s'est laissé aller à des commentaires dans le cadre de l'audience et dans le cadre de la plaidoirie, qui, à mon avis, sont extrêmement discutables. Et autant je respecte ce qu'elle peut dire dans sa plaidoirie, quand bien même c'est insupportable de comparer son client à Dreyfus, autant le reste ne mérite aucune forme de tolérance. Quand elle assimile les avocats qui ne sont pas là le jour de Kippour à des gens qui vont propager la maladie, alors qu'une synagogue n'est pas plus dangereuse que la salle d'audience, j'ai trouvé ça parfaitement insupportable. Mais dans l'affaire Mera, je l'avais dit, il n'y a pas de raison de le cacher, Éric Dupond-Moretti avait fait de ce procès un enfer. Et c'était sa manière à lui de défendre son client, avec toute son énergie, et son talent, et l'un et l'autre sont immenses. Mais c'était un enfer de violence et qui, à mon avis, n'était absolument pas nécessaire. Ou alors pour essayer de faire un écran de fumée sur la responsabilité de son client qui a fini par percer. Du reste, c'était le premier procès, je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas Chap, plus que le second, et le second s'est tenu aussi avec une meilleure présidence d'audience, donc dans des conditions beaucoup plus sereines. Mais là, dans notre affaire, on va dire de Isabelle Coutempère, mais dans l'ensemble, les avocats de la défense ont fait un travail qui était extrêmement juste
utile. Ce n'était pas forcément agréable pour nous, pour nos clients, mais ils ont fait leur travail. Et c'est que parce qu'ils ont fait leur travail que ce procès s'est tenu dans des conditions indiscutables, qu'à la fin, il y a un verdict dont on peut dire qu'il est juste. C'est parce qu'il y a eu des avocats qui ont fait leur travail et qui ont fait d'ailleurs descendre certaines peines en dessous des réquisitions. Mais on doit respecter cela. Et heureusement que ces accusés avaient de bons avocats à leur côté. Élie, un mot peut-être? Oui, un mot là-dessus. Je crois que c'est la grandeur de nos sociétés occidentales que ces terroristes veulent attaquer. C'est la grandeur de notre justice aussi de permettre à des accusés, y compris dans des procès terroristes tels que ceux-là, d'avoir d'excellents défenseurs à leur côté. J'allais dire, ça démontre bien, personne ne pourra nous dire aujourd'hui qu'Abdelkader Mera a été condamné parce qu'il n'avait personne de compétent pour le défendre. Il avait sans doute le plus grand d'entre nous au niveau des avocats pénalistes français. Et pourtant, il a fait l'objet d'une condamnation à 30 ans de réclusion criminelle. Et je ne peux faire que le lien, Virginie, en vous parlant ce soir, avec cette même peine de 30 ans de réclusion criminelle qui a été prononcée finalement en 2020 à l'encontre d'un autre complice de ces attentats. Moi qui ai expliqué d'ailleurs dans ma plaidoirie que la matrice des attentats de janvier 2015, on l'a trouvée en janvier 2012. Et c'est tout de même intéressant de se dire que finalement, les deux, Abdelkader Mera en 2019 et Ali Riza Polat en 2020, sont condamnés pour complicité d'actes terroristes, de crimes terroristes, et les deux sont condamnés in fine à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Ce n'est pas le moindre des points communs qu'il y a eu entre ces deux séries d'attentats. Ce que j'avais aussi dit, et je terminerai par ça, que les 3 attentats commis par Mohamed Merah en 2012, finalement préfiguraient ces 3 attentats commis en janvier 2015 par les frères Kouachi et Amédi Koulibaly, qui ont fomenté, orchestré ces attentats ensemble. Et puis, bien évidemment, je crois encore aujourd'hui, et je l'ai dit, qu'après être trop resté dans l'angle mort de notre conscience collective, ce qui n'est plus le cas avec ce procès, parce que nous avons remis effectivement l'antisémitisme et les victimes juives au cœur du procès et de l'attentat de l'hypercacher, eh bien effectivement, il faut aussi reconnaître que les 4 morts, les 4 victimes de l'école aux Aratora, finalement, répondaient un petit peu aux 4 morts de l'hypercacher dont on a rappelé et dont on rappelle encore ce soir la mémoire, parce que si on a beaucoup parlé ce soir au nom des parties civiles, évidemment, on pense avant tout à la mémoire des 4 victimes. Et si vous le permettez, j'aimerais bien, c'est important qu'on le redise, comme Samuel Sandler dit qu'il faut toujours redire à chaque fois et rappeler la mémoire des morts. J'ai rappelé cette phrase du philosophe Alain: les morts ne sont pas morts parce que nous vivons. Alors si nous vivons et si nous parlons ensemble ce soir, je crois que c'est avant tout à la mémoire, effectivement, de Johan Cohen, de Philippe Braham, de François-Michel Saada et de Yoav Attab. Merci Élie. Un mot peut-être, Patrick, sur le fait que le principal accusé a annoncé son intention de faire appel. J'imagine que vos clients, enfin, vous les laissez un peu souffler, mais est-ce qu'il y a est-ce que c'est une déception? Est-ce qu'il y a une crainte c'est un peu remettre une pièce dans la machine? Il va falloir tout recommencer? Il va falloir tout recommencer. Le procès d'appel reprend le premier procès comme s'il n'avait pas eu lieu. Nous n'avons pas le droit dans le procès d'appel de faire... Ah, il y a des enfants. Jérémy. On peut saluer la fille de Jérémy. Voilà. On salue la fille de Jérémy. Et d'ailleurs, je ne vais pas tarder à vous quitter pour m'occuper des... Non, mais les filles, non, c'est pas possible. Elisa. Donc, par rapport à l'appel, Par rapport à l'appel, on n'a même pas le droit de faire mention dans un procès d'assises d'appel des débats qui sont tenus en première instance, quand bien même ils ont été publiés ou retranscrits. Donc oui, ça recommence comme si tout ce qu'on vient de faire, en tout cas pour ce qui concerne Ali Reza Polat, le principal accusé, n'avait pas existé. Nous sommes des Sisyphes. Nous portons ce rocher et nous allons devoir tout recommencer. Pour le moment, j'ai préservé les clients de cette préparation, mais évidemment que c'est presque pire que tout. Mais bon, on va déjà digérer le verdict, on va se préparer au prochain procès. C'est comme ça. Le prochain procès fera que celui-ci, en tout cas pour Polat, n'aura pas existé. Nous en assumons, c'est la procédure. C'est une chance d'avoir 2 degrés de juridiction dans la cour d'assises. Ce n'était pas toujours le cas et un confrère l'a rappelé, en Belgique, ce n'est toujours pas le cas.
on n'a pas trouvé mieux que la démocratie pour se battre contre la terreur. Eh bien, jouons avec toutes les armes de la démocratie pour combattre la terreur. Jérémy, ça veut dire que pour le procès en appel, vous allez retenter de convaincre Valérie Braham ou finalement votre travail de ce point de vue-là est fait? Comment est-ce qu'elle a entendu cette décision d'appel, enfin cette volonté de faire appel du principal accusé et condamné? Alors franchement, je n'ai pas encore évoqué avec elle les conséquences et les modalités d'une nouvelle représentation en justice de Valérie Braham et de ses enfants en cause d'appel. Je partage complètement l'avis de Patrick, mais également tous les avocats sont unanimes là-dessus. L'appel est un droit et ce qu'on appelle un principe fondamental de la procédure. Vous y attendiez? Je pense qu'on ne peut pas s'y soustraire, ni je pense qu'on ne peut pas ne pas l'envisager quand on voit l'importance des peines qui sont prononcées, même si la plupart ont été en dessous des réquisitions. Il y a une peine qui est tellement importante, les peines sont tellement importantes qu'on peut imaginer que les accusés ont tout intérêt à envisager de faire rejuger ce dossier pour éviter et échapper à une condamnation longue et conséquente. Maintenant, pour Valérie Braham, encore une fois, je n'ai pas encore d'instruction de ma cliente et ça restera cantonné, vous imaginez bien pour le moment, au secret professionnel entre Madame Braham et mon cabinet. Je ne sais pas. Je ne sais pas et je vais même vous dire, je ne sais même pas ce que j'aurais fait, ce que j'aurais pu faire si j'étais Valérie Braham. Parce que ce qu'elle a dit, elle pourra le redire. Elle le dit tous les jours en se levant le matin. C'est-à-dire, je suis vivant, vous ne m'avez pas vaincu. Vous avez tué mon mari, mais vous n'avez pas tué la vie, et mon mari voulait que je continue. Donc ce qu'elle a dit, il n'y a aucune difficulté pour qu'elle le redise à la face de l'humanité, qu'elle survit et qu'elle continue à vivre, et que ses enfants grandissent, et qu'elle grandit dans l'éducation et dans le souvenir de Philippe Braham. Maintenant, est-ce qu'elle aurait envie de le redire encore une fois en appel? Je ne sais pas. Merci. Vous disiez tout à l'heure que c'était un procès extraordinaire aussi dans la tenue géographique, avec plusieurs salles, avec énormément de parties civiles. Il y a un procès qui s'annonce, et ce sera l'objet de ma dernière question très bientôt, c'est le procès des attentats du 13 novembre. Danazan, est-ce que la justice aujourd'hui, elle est apte d'un point de vue organisationnel, à organiser un procès d'une telle ampleur avec autant de parties civiles et une seule personne dans le box des accusés? Alors, d'une part, il n'y aura pas qu'une seule personne dans le box des accusés. Il y a un auteur qui brille par sa singularité, qui est Salah Abdeslam, parce qu'il s'agit d'un véritable auteur de l'attentat en question et non pas simplement de complices ou de personnes telles qu'on les a vues dans l'attentat de Charlie Hebdo. Mais il y a tout un tas de, je ne sais plus combien ils sont, mais une bonne dizaine, voire une quinzaine d'accusés qui seront présents là-bas. Par ailleurs, pour ce qui concerne les moyens de réaliser un tel procès, vous avez raison, c'est une difficulté particulière et la justice française s'en donne les moyens. Il faut savoir qu'à la Cour d'appel de Paris, à l'endroit qu'on nomme depuis des centaines d'années la salle des pas perdus, est en train de se dresser actuellement une salle qui est en train d'être construite dédiée aux attentats du 13 novembre 2015, car on sait que cela va drainer un certain nombre d'accusés, évidemment avec leurs avocats, mais également de très nombreuses parties civiles avec leurs conseils. Et vous imaginez bien que cela ne pouvait pas jusqu'alors tenir dans une salle qui existe dans la cour d'appel ou même le tribunal judiciaire de Paris qui vient d'être créé. Donc, alors je n'ai pas vu le résultat, il n'est d'ailleurs accessible pour personne, mais c'est en cours de construction. Patrick, un mot peut-être sur ce procès aux dimensions un peu extraordinaires qui s'annonce? Le mot, c'est que j'ai été saisi récemment par deux parties civiles et dans l'état dans lequel je suis à l'heure où je vous parle, Virginie, avec mes camarades, mes confrères, je ne sais même pas si j'ai la force d'assumer un autre procès de terrorisme. Et on avait avec nous une avocate merveilleuse qui était aux côtés de Dan pour la FVT, Claire Josserand-Schmidt, qui, elle, fait quasiment tout le temps ses audiences et qui les fait quasiment toutes. Ils sont quelques-uns. Je ne sais même pas comment on trouve la ressource. La force. La force. Et voilà. Donc, moi, personnellement, mais je plaide l'humilité de la faiblesse de mes ressources personnelles.
Je ne sais pas si j'ai envie d'y aller. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas si ces procès ne nous avalent pas à un moment. Et encore une fois, pour celui-là, on sera là en appel encore, et il le faut. Mais je ne sais pas. Voilà, je me pose la question et je vous laisse sur cette question qui m'est posée et que je vous pose en retour en bon juif. Je vais la poser à Élie Korchia, cette question. Est-ce qu'on se demande si on a les ressources pour… Moi, j'ai un gros problème, Patrick le sait, Jérémy et aussi et Dan, bien sûr. J'ai un gros problème, c'est que lorsque je rentre dans un tel procès, il faut que plusieurs mois avant, je m'organise pour y être tous les jours, Virginie, du matin au soir. C'est ce que j'avais fait pour le procès pour Samuel Sander et Myriam, bien sûr, hein, procès des attentats Toulouse et Montauban. C'est ce que j'aurais réussi à faire, non sans mal, dans ce procès aussi des attentats de janvier 2015. Alors, c'est vous dire qu'effectivement, quand on sort d'un tel procès après y avoir été tous les jours, c'est extrêmement éprouvant. Et comme le dit Patrick, là, on va rentrer après dans le procès des attentats de novembre 2015. On sera dans un procès de masse qui n'aura plus rien à voir encore avec celui que nous venons de connaître là. Et effectivement, là, ce sera encore une autre complexité, une autre difficulté. Et à titre personnel, je ne suis pas du tout sûr et je ne pense pas, a priori, que je pourrais être dans un tel procès. Mais on rentrera dans une autre période judiciaire. Et pour revenir sur une question que vous avez posée tout à l'heure sur le futur procès en appel, puisque nous savons qu'il y aura un procès en appel en ce qui nous concerne. J'étais ce matin à l'audience, cette dernière audience de ce matin, l'audience sur intérêt civil, à l'issue de laquelle d'ailleurs le président s'est adressé aux confrères qui étions là et nous avons parlé avec les magistrats de la cour d'assises avant de les quitter une dernière fois, puisque ce ne seront évidemment pas eux en cause d'appel. Il faut quand même savoir qu'il y aura une très grande différence. C'est que là, nous avions 11 accusés dans le box. Procès des attentats Toulouse et Montauban, on a 2 accusés, Abdelkader Mera et Feta Malki. On en avait 11. Donc, c'était un procès très particulier. En appel, d'après ce que j'ai ressenti ce matin, il faut quand même savoir que sur les 11 accusés, il y en a au moins 8, voire 9, qui ne comptent pas du tout faire appel de la décision. Et il n'est pas dit d'ailleurs que le parquet veuille faire appel d'ailleurs sur ces accusés-là. Ça veut dire qu'on peut se retrouver en appel avec un procès qui contiendra dans le box des accusés, non plus 2 box. Moins de personnes. Avec moins de personnes. Donc, même s'il y a un procès en appel, je voulais dire ça d'ailleurs pour terminer mon propos là-dessus, il est possible que même s'il y a un procès en appel et il y en aura un, ce ne soit pas le même procès, puisqu'évidemment, du côté des parties civiles, ce seront les mêmes, mais du côté des accusés, ce ne seront pas les mêmes. Messieurs, je vais vous demander encore quelques petites minutes d'attention. Il y a quelques questions du public, ils y tiennent beaucoup. Gad, je te redonne la parole. Oui, merci Virginie. D'abord, relayer les remerciements du public, beaucoup de messages qui vous soutiennent, vous les avocats, dans le travail que vous avez pu effectuer. Mais peut-être avant de rentrer dans quelques questions plus précises liées au procès, poser celle de Laurent qui s'adresse à vous tous et peut-être particulièrement à Laurence. Laurent considère que ce procès et la couverture de ce procès peut donner lieu à un ouvrage collectif, par exemple. Et je pense que les chroniques quotidiennes de Laurence ont interpellé nombre de personnes de ce point de vue. Qu'en pensez-vous, Laurence ? Alors, je suis un peu comme les avocats qui sont là ce soir. On sort à peine de ce procès fleuve, donc j'ai un peu de mal encore à avoir du recul. C'est vrai qu'avec Richard Audier, le directeur général du FSJE, on a pensé bien sûr à un livre. Oui, certainement que je vais m'y atteler après avoir pris un peu de repos et aussi un peu de recul par rapport à tout ce qu'on a vécu tous ensemble. On a vécu une proximité très importante, des moments très intenses, très rudes, parfois âpres, très bouleversants. Donc, on a tous besoin de prendre du recul. Je pense que oui, un livre, en effet, ce serait
une bonne idée et pourquoi pas au collectif avec grand plaisir. En tout cas, si je m'y attelle et si je parviens à mener à bout ce projet avec ma jeune consoeur Églantine Delalleux, bien évidemment, je reviendrai vers les avocats de partie civile de ce procès, mais aussi peut-être très certainement quelques avocats de la défense avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger au long de ce procès. Ils ont aussi des choses intéressantes à dire et si de mon point de vue, je me suis beaucoup préoccupée, bien sûr, des victimes, de leurs familles et des avocats qui représentaient les victimes de l'hypercachère. Je pense qu'il est important aussi d'avoir l'autre point de vue et j'ai essayé de le mettre en avant. Pourquoi pas un ouvrage collectif d'ici quelques temps, avec grand plaisir, pour ce qui est de mon point de vue en tout cas. Merci Laurence. Une question de Jean-François qui relève, peut-être Patrick, vous souhaitez compléter? J'ai vu, je crois, dans les questions, et je voudrais le vérifier. Il y a quelqu'un qui nous regarde et dont le nom est très évocateur pour mes confrères. C'est Jean-Claude Cross, qui a été un immense magistrat. Et je l'ai vu là, en regardant le truc des questions. Voilà. Alors, je vais relayer le message de Jean-Claude Cross. Et un grand président. Voilà, qui s'adresse à vous, ses confrères, qui relève évidemment la clarté et la justesse de vos propos, et particulièrement à Patrick Klugman, mais il considère qu'il a toujours eu l'impression que le législateur et les magistrats ont un rapport délicat avec l'antisémitisme, souvent de peur de monter les communautés les unes contre les autres. Il fallait enfin nommer les choses, et il est heureux que la motivation de la Cour ait enfin eu ce courage au-delà du légalisme pur et dur. Et Jean-Claude Cross, donc, est effectivement cet ancien avocat général à la section antiterroriste de la Cour d'assises de Paris. Merci, monsieur Cross. Je vais également poser donc la question de Jean-François qui nous dit que la manifestation du 11 janvier était une prise de conscience universelle et beaucoup ont cru que c'était assez définitif. On a hélas vu que cette immense mobilisation était éphémère et là, il s'interroge sur la manière de faire perdurer finalement le message que vous avez voulu porter pendant ces 54 jours autour des motivations de ces terroristes et comment aujourd'hui sensibiliser nos concitoyens à ces situations. Et je vais peut-être relier sa question à la question de Sylvia qui demande à quand les procès de Mireille Knoll et de Sarah Halimi, étant entendu que nous le savons, il y a eu en l'occurrence dans ces derniers drames une incompréhension entre la justice et la communauté juive. Peut-être Élie Korchia pour commencer. Oui, Gad. Alors d'abord, par rapport à la question que vous avez relayée à l'instant sur la manifestation nationale du 11 janvier, disons les choses très clairement, j'en ai parlé dans ma plaidoirie notamment, nous n'étions pas descendus collectivement dans la rue après les attentats de mars 2012. La France, il n'y avait pas eu au niveau de la France un sursaut national quand on a tué des soldats qui se battaient pour notre liberté à tous au niveau de la République, et quand on a tué un papa, un enseignant devant la porte de l'école juive aux Aratora, ses deux petits-enfants à côté de lui, et puis la petite Myriam Monsonego que le terroriste a poursuivi dans la conversation et a tué d'une balle à bout touchant. Donc déjà, j'allais dire qu'il y a eu une prise de conscience sur le terrorisme au cours de ces toutes dernières années, et notamment en janvier 2015, qui est un tournant avec cette manifestation. Après, est-ce que s'il y avait eu seulement la tuerie de l'hypercachère, la France serait descendue dans la rue? Je vais vous le dire comme je le pense, je ne pense pas. Mais le fait est qu'en janvier 2015, ces 3 attentats, Charlie Hebdo, Porte de Montrouge, hypercachère, ont créé cette manifestation nationale et internationale du 11 janvier.
Alors, ce que j'espère, c'est que la prise de conscience qu'apporte aussi un procès comme celui que nous venons de vivre, hein, quand on relaye, comme cela a été relayé, un procès pendant ces 54 journées d'audience, eh bien, j'espère que la prise de conscience, pas seulement au niveau des élites, pas seulement au niveau des politiques, mais au niveau de la nation tout entière, il est à espérer que cette prise de conscience fasse comprendre à chacun d'entre nous dans notre pays que le combat qu'on est en train de mener n'est pas un combat isolé, ce n'est pas non plus un combat d'1 an ou 2 ans, c'est le combat d'une génération et ce n'est pas que le combat de la communauté juive de France, c'est le combat de chacun des Français dans ce pays. Peut-être sur cette fracture qu'on a pu ressentir entre la communauté juive et la justice, est-ce que ce procès réconcilie la communauté avec la justice, Patrick? Je pense, moi, à la lecture du verdict, j'ai ressenti, je ne veux pas le cacher, une certaine émotion, un peu de l'esprit du 11 janvier, qu'on avait perdu totalement depuis. Qu'on n'avait pas eu lors des débats pendant cette audience, qu'on n'avait pas eu lors des réquisitions. Et là, j'ai trouvé les mots qu'il fallait. Et je pense que ces mots-là, en fait, faisaient suite à certaines de nos observations et plaidoiries. S'agissant des affaires de Mireille Knoll et de Sarah Halimi, il y a, sur la question antisémite, et c'est pour ça que je reviens sur ce que nous a dit Jean-Claude Prost, je pense qu'il y a une difficulté en justice. Mon interprétation, elle est tout à fait personnelle. Mon interprétation, c'est que dès lors que l'antisémitisme est dans une affaire criminelle, les magistrats se sentent remis en cause dans leur statut et dans leur indépendance, et donc, dans une espèce de réaction corporatiste qui est avant tout sociologique, font tout, mais alors tout, pour ne pas voir cette dimension, ne pas la prendre en compte. Je ne crois pas tellement par complicité ou par indifférence ou par adhésion. Je crois que c'est leur manière qui est compliquée dans les différents pouvoirs. C'est leur manière à eux de s'affirmer comme une autorité, comme une institution indépendante vis-à-vis de leur hiérarchie quand on est au parquet, vis-à-vis du pouvoir politique. Et donc, mais ça aboutit à une crispation d'abord, à un déni ensuite, et la situation évidemment de Sarah Halimi, où l'auteur a été déclaré responsable alors qu'il avait fait l'objet de nombreuses condamnations auparavant, était assez incompréhensible. Et la Cour de cassation doit maintenant se prononcer, et nous attendons l'arrêt de la Cour de cassation. Je crois en revanche que l'affaire de Mireille Knoll va faire l'objet d'un procès et que celui-ci devrait avoir lieu bientôt. Mais n'étant pas partie dans ces affaires-là, ni conseil, je ne connais pas exactement l'état d'avancement. Bien, avant de laisser Virginie conclure, je vais vous lire le message de Hassan qui vous remercie pour cette conférence. Il nous dit « Je m'appelle Hassan, je suis musulman et je pense que les mots-clés face à ces tragédies ont été prononcés, unité et fraternité. Il ne faut pas que nous laissions ces barbares nous diviser en nous montant les uns contre les autres comme ils le souhaitent et que nous soyons toutes et tous unis face à eux en tant que citoyens et frères et sœurs en humanité. Nous sommes et serons toujours à vos côtés pour vous soutenir et lutter contre la haine et toutes ces manifestations. Merci pour ce message d'encouragement, Hassan. Virginie, pour conclure. Oui, j'ai envie de conclure le message d'Hassan par Amen en ce dernier jour de Hanouka. Merci beaucoup pour ce message. Merci à tous les participants. Je voudrais effectivement remercier Dan Hazan, Patrick Klugman, Laurence Goldman, ma consoeur, Elie Korchia et Jérémy Boulet. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je voulais juste préciser une petite chose avant de finir, c'est qu'on avait évidemment invité Richard Malka qui représentait Charlie Hebdo. On n'a pas uniquement invité des gens qui représentaient les parties civiles des victimes de l'hypercachère. On avait invité Richard Malka, il a dû décliner notre invitation. Voilà, je voulais juste le préciser, Gad, vous remercier infiniment au nom de tous les gens qui nous regardent de nous avoir apporté à nous, non-juristes, des éclairages très pertinents sur cette décision qui effectivement, je le pense, fera date. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous.